Hello Sonia! Hello Chantal! T'es excitée? Oui! Podcast! Je suis contente d'être ici avec toi, c'est vraiment le fun. Fait que Sonia Dion, homestager. Yes. Depuis combien d'années que tu fais ça? En fait, j'ai fait ma formation en homestaging en 2005. J'ai été du premier groupe de formés de France Sarkan et Brigitte Poitras à l'époque. Wow! Oui, qui était allée se faire former, elle, aux États-Unis. C'était comme de ces années-là que ça commençait ou ça faisait déjà un bout que c'était commencé? Ça commençait. Ça Ça commençait parce que moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le monde du homestaging, c'était vraiment aux États-Unis que ça se passait. Là. Il n'y avait rien du tout ici, rien du tout. Wow. Ouais. Puis là, t'as été faire une formation en 2005? Oui, Avec, mais moi, j'étais déjà diplômée en design intérieur C'est ça. là, depuis plusieurs années. Ouais. Fait qu'est-ce qui t'a amené au homestaging quand t'étais déjà designer? C'est vraiment différent. Le design d'intérieur, c'est une chose, puis le homestaging, c'est complètement d'autre chose. Le homestaging, c'est du marketing immobilier. C'est faire les choses, c'est vraiment faire les choses. Il faut être en forme pour faire du homestaging. On déménage des meubles, on accroche des cadres, on décroche, on fait du ménage, on désencombre. Je l'ai vu faire. Tu sais, les gens pensent beaucoup que c'est comme à la TV, là. C'est comme ce qu'on voit à la télé, c'est très glamour, c'est de placer des petits cadres puis placer des petits coussins, puis, mon Dieu, non. Non. Ça, c'est... Ben oui, mais ça, c'est la fin. C'est la se rouler cerise- les manches, là. C'est la cerise sur le sundae, ça. Ouais. Mais avant ça, là, la préparation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Wow. Puis trouves-tu ça plus gratifiant que faire du design? Oui, je te dirais, parce que dans le homestaging, on a un objectif très, très précis, c'est présenter la propriété à son meilleur pour la vendre au meilleur prix dans le meilleur délai possible. Donc, on y va vers cet objectif-là. Moi, j'avise le propriétaire, je veux vraiment qu'il soit dans le bon état d'esprit, qu'il faut qu'il lâche prise absolument. Puis s'il n'a pas lâché prise encore, c'est sûr qu'il va lâcher prise quand ça va être terminé. Parce que c'est plus sa maison, il la reconnaît. Il y a comme vraiment plus de psychologie, je trouve, avec le homestaging qu'il y a avec du design ou de la décoration en général. Oui. Parce que c'est ça, juste pour refaire la différence entre les deux, c'est que dans le design, on travaille pour le client. Le client, dans le fond, c'est celui qui nous paie pour aménager la maison, faire les plans. Ouais. Oui, on peut l'amener à d'autres choses, mais c'est pour lui, c'est pour son mode de vie. Tandis que quand c'est pour vendre, le client, c'est pas le vendeur. Le client, dans le fond, celui à qui on veut plaire, c'est le visiteur qui n'existe pas. Donc, c'est du marketing. C'est vraiment différent. Ouais. Mais avant de parler de tout ça, je vais parler de toi, Sonia. Oui, oui. Toi, tu viens d'où? Moi, je suis une petite fille du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean? Oui. T'as pas l'accent tant? Bien, c'est ça que les gens me disent tout le temps. Mais c'est sûr que mon accent peut revenir. Si tu me le demandes, là, il va revenir. C'est certain. J'aime comment tu dis « Caline ». Mais, puis t'es sortie du Lac-Saint-Jean à quel âge? Je suis partie du... Ben, en fait, je suis sortie du lac... Moi, j'ai fait ça graduellement. Je suis partie du Lac-Saint-Jean pour aller au Saguenay. OK. À l'âge de 15 ans. J'ai fait mon secondaire. Pour moi, c'était de la même chose. Hein? OK, mais c'est ça, c'est pas la même chose. Ceux qui viennent de là le savent. C'est ça. Dans le fond, le Lac-Saint-Jean, c'est comme la campagne, puis le Saguenay, c'est la ville. Juste pour te faire... OK. C'est bon, la grosse ville, c'est Chicoutimi. Parenthèse, en fait, maintenant, ça s'appelle Saguenay. Là, parenthèse, je viens de lire que dans la revue Costco, je sais pas si tu as vu, que le Lac-Saint-Jean, c'était comme numéro 1 place au Québec pour la retraite. J'ai lu ça ce matin, oui! C'est drôle, Lac-Saint-Jean, pour la retraite. Au Saguenay. On sait jamais. Ouais. On sait jamais. Mais, oui, donc c'est ça. J'avais 15 ans, moi, quand j'ai décidé que je voulais aller étudier en aménagement d'intérieur. Donc, j'ai déménagé au Saguenay, à Arvida. J'ai fait 2 ans d'études là-bas. Après ça, j'ai poursuivi à Québec. Je suis déménagée à Québec. J'ai fait un deck là-bas, en design intérieur aussi. Puis, je suis restée à Québec pendant 7 ans. Puis, je te dirais que c'est là que j'ai perdu mon accent du Lac-Saint-Jean. Ah, ouais. Ouais. Beaucoup de monde à Québec qui viennent du Lac-Saint-Jean. Oui, oui. Puis ensuite, quand j'étais à Québec, ça c'était en 1994, j'ai eu une occasion pour déménager à Montréal, puis je l'ai pris. Puis je suis déménagée à Montréal. C'est ce temps-là que tu as commencé à être sur la TV?
Ben, c'est quand même longtemps après. OK. Ouais. Mais dans ce temps-là, à cette époque-là, ce qui m'avait amenée à Montréal, c'est que je travaillais comme mannequin à Québec, puis j'avais la possibilité de déménager à Montréal, puis je travaillais aussi dans des restaurants, donc j'avais une opportunité là, de travailler J'avais déjà une job dans un restaurant, puis je m'étais dit, ben je vais essayer de prolonger ma carrière à Montréal. Ouais. C'est rare qu'on me dise ça, j'ai travaillé comme mannequin. Ouais, puis j'avais pas envie d'aller là-dedans. Moi, je vais juste parler de ça. Ah, t'es drôle. Non, j'avais pas envie d'aller là-dedans. Non. Mais c'est pas grave. Non, j'aimais ça. J'aimais ça. Oui, j'aimais ça, mais j'aimais le monde. Ah, ouais. Tu sais, moi, j'étais plus une fille pour faire des défilés de mode, justement. Okay. Puis, tu sais, je pense pas que je représentais le mannequin typique qui est de glace, puis qui... Non, moi, je regardais les gens... C'est comme la mannequin du Non. Moi, je regardais les gens dans les yeux, puis je souriais, puis, tu sais, j'étais comme... Je voulais un contact, c'était pas... non, c'était... Ouais. Mais parce que beaucoup de monde me dit que c'est comme un petit peu malsain, des fois, dans ce domaine-là. Tu sens ça mais non, ou non? Non, pas... Parce que moi, j'ai été mannequin à Québec, là, beaucoup, là, pendant mes études. Puis non, là-bas, justement, c'était des défilés de mode, des fois, souvent dans des endroits publics. Ou, fait que c'était pas... Non, c'était pas... J'ai fait des gros shows, là, mais... Non, justement, je pense que quand c'est arrivé à peut-être ce qui était le côté plus sombre du mannequinat, là, c'est-à-dire, les castings, la compétition, le regard des autres, tu sais, les filles qui... Ouais, c'est ça mon image. Là, j'ai vraiment eu envie de décrocher, puis c'est au moment où on a déménagé ici à Saint-Placide, donc ça s'est fait tout seul. OK. Mais fait que t'étais à Montréal, puis t'étais encore mannequin à Montréal, d'abord. Ouais. Même quand t'étais... OK. Puis là, ça fait combien d'années que t'es à Saint-Placide? Ça fait 20 ans. 20 ans. Ben plus que ça. On est déménagé en 96. OK, ça fait vraiment longtemps. 23 ans, oui. Okay. Nous, là, notre première maison, on l'a achetée à Saint-Placide. J'avais 25 ans. OK. Tu viens de dire ton âge. Ben oui, c'est pas grave. J'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans cette année. Non, je suis contente. Je me sens privilégiée de vieillir. Ah, j'aime ça. Oui, on se sent privilégié de vieillir quand on a perdu quelqu'un de proche qui n'a pas eu cette chance-là. Ah, ça, c'est un bon point de vue. Puis je trouve que vieillir, en fait, ça change. Depuis quelques années, on dirait ça... La façon qu'on voit ça vieillir change. C'est vrai. Ça se peut-tu? Ou c'est juste moi qui vieillis? Moi, c'est drôle. Moi, je le vois différemment. C'est drôle parce que moi aussi, je me dis la même chose. Je me dis, il me semble que les personnes âgées aujourd'hui... Écoute, il me semble que dans notre temps, là, les personnes âgées avaient 40 ans. C'est ça! C'est ça! Mais là, ils disent 50 is the new 40. On dirait vraiment les vieux sont plus jeunes. Ouais. Moi, j'ai jamais été autant en forme de ma vie que maintenant. C'est tout ton CrossFit. Ouais. Mais quand même, là, tu sais, j'étais pas en forme à 25 ans, pas du tout. Ouais, je pense que c'est ça. Ceux qui ont vraiment plus la santé à cœur, ils réalisent qu'on peut vieillir Oui, puis aussi, tu sais, les gens prennent plus leur retraite à la même âge qu'avant. C'est ça que je lisais dans le magazine de Costco aussi, oui. hein? Je sais pas du tout là. OK. Puis, ben il y a beaucoup de gens maintenant qui tu sais, ils parlaient des 10 buts des personnes, des 10 objectifs des gens qui, quand ils prennent leur retraite, puis je pense qu'en deuxième lieu, c'est étudier, retourner aux études, faire une autre carrière, où est-ce qu'ils vont se sentir plus utiles, soit dans, bénévolat, ou, ouais. Wow, je sais pas. Si je me lancerais à l'université à 65 ans. Mais peut-être c'est des petits cours aussi dans d'autres domaines. Là. Moi, j'ai une amie très proche elle a 60 ans, on a 10 ans de différence. Elle a décidé de prendre sa retraite cette année et elle vient de commencer l'université. En quoi? En anthropologie. Comme l'étude des humains, l'historique des humains? Là? Wow. Oui. Anthropologie, archéologie, puis ça fait longtemps qu'elle disait qu'elle voulait faire ça. Mais c'est sa passion, je peux comprendre. Je pense que oui. Elle n'a pas nécessairement un but d'enseigner. Non, mais comme elle disait, c'est plus comprendre l'humain, puis comprendre d'où on vient. Mais c'est drôle, tu parles de ça, j'écoute un autre podcast. Écoutes-tu tes podcasts? Pas beaucoup, non mais... J'écoutais un podcast qui disait qu'il y avait une femme, justement, qui a comme 65 ans, elle a décidé d'étudier, je pense que c'était anthropologie, puis elle a décidé de se spécialiser dans quelque chose de très, très, très spécifique,
Moyen-Orient ou en Afrique, je ne me rappelle plus où. Puis maintenant, elle est rendue comme la référence dans ce domaine-là. Puis elle a commencé super tard. Wow! Fait que, non, c'est ça, il n'y a pas... je pense que vieillir, c'est le fun. Ouais, c'est cool. Ouais. Fait que là, Saint-Placide, il y a 20-25 ans. Ouais. Pourquoi Saint-Placide? La question. Pourquoi Saint-Placide? On est à Saint-Placide. On l'a pas dit ça, mais on est où en ce moment? On est à Saint-Placide, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui savent c'est quoi Saint-Placide. Shame on you! Non, sérieusement. Saint-Placide, beau petit village sur le bord du lac des Deux-Montagnes, à côté d'Oka. Juste l'autre côté d'Oka. En fait, tout le monde sait c'est où Oka. Il y a Oka, oui. Il y a Oka, il y a Kanesatake, qui est le territoire Mohawk, et après Kanesatake, il y a Saint-Placide. Saint-Placide, là, ça a été beaucoup connu comme le petit village gaulois par l'ancien maire Denis Lavigne, qui était justement le père de Florence, que tu as rencontré il y a pas longtemps. On fait des liens entre les podcasts, là, si vous avez écouté le podcast 1. Mais Saint-Placide, là, dans le temps, au début, tu sais, quand il y a 100 ans, là, il y a 80 ans, là, il y a beaucoup de gens de Montréal qui connaissent Saint-Placide. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens venaient ici, il y avait des petits chalets sur le bord du lac. On est sur le bord du lac des Deux-Montagnes, là. Puis ces gens-là, ils venaient passer leurs étés au chalet. Wow! C'est comme l'histoire de Laval-Ouest, un peu. Un peu. Laval-Ouest, c'est le même. Il y avait 3 bateaux de croisière, je pense, qui venaient là, à toutes les fins de semaine ici. Oui, c'était très, très... Il y a déjà eu 3 épiceries à Saint-Placide. On parle d'une communauté de 2000 habitants aujourd'hui, là, donc dans ce temps-là, il y avait beaucoup moins de monde. Puis il y avait 3 épiceries, il y avait un hôtel. Wow! Ouais, quand le réseau... maritime, si on peut dire, là. Quand tout se passait par le lac, ça bougeait vraiment beaucoup. Ça, c'est super intéressant. Mais pour répondre à ta question, pourquoi Saint-Placide? Moi, j'ai rencontré mon conjoint pendant que j'habitais à Montréal. Lui aussi habitait à Montréal. Puis, moi, je suis une fille du Lac-Saint-Jean, donc le lac, l'eau, j'aime ça. Et mon chum, lui, habitait à Lévis. Il a été élevé à Lévis, sur le bord du fleuve. Donc, lui aussi aimait beaucoup l'eau. Donc, on s'est mis à chercher un bord de l'eau. Puis là, je te parle, il y a 20 ans, 23 ans. Donc, dans ce temps-là, Google Maps, Google Earth, ça n'existait pas. Tout ce qu'on avait, c'était une carte. On avait pris une carte, puis on avait fait un cercle autour de Montréal qui représentait pas plus que 45 minutes de route. Donc, dans ce cercle-là, on a regardé tous les points au bord de l'eau qu'il y avait, parce qu'on voulait vivre au bord de l'eau. Puis, on est allé visiter des maisons dans ces coins-là. Mais là, évidemment, on est allé au bassin de Chambly, on est allé Senneville. Comment vous trouviez les maisons à l'époque? En fait, on cherchait pas de maison, on allait... En auto, on allait en auto. Les pancartes. Oui, on regardait les pancartes. On m'a dit que c'était parce qu'il n'y avait pas Centris dans ce temps-là. C'est tellement facile maintenant, magasiner une maison, quand on y pense, là. Comparé avant, on cherchait des pancartes. Je peux même pas imaginer. Puis en fait, ici, là, pour être bien honnête, on s'était même pas rendu jusqu'ici. On s'était rendu jusqu'à Sainte-Marthe, Saint-Pointe-Calumet. Puis on était sûr qu'après ça, il n'y avait plus rien, tu sais, parce que dans le fond, pour ceux qui connaissent le lac des Deux-Montagnes, tu sais, t'as toute la partie Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Pointe-Calumet, puis après ça tourne à Oka. Mais nous, on pensait que rendu à Oka, ben c'était fini, là. C'était fini, il n'y avait plus d'eau. C'est ça! La rivière arrêtait. Je sais pas trop. Et là, il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit « Hey, je connais quelqu'un qui a une maison chalet à vendre à Pointe-aux-Anglais. » Pointe-aux-Anglais, c'est quoi ça? Pointe-aux-Anglais, c'est un secteur de Oka et Saint-Placide. Les 2 municipalités arrivent dessus, là. Et j'ai dit, coudonc, on va aller voir ça. Donc, on est allé visiter cette maison-là. Puis c'est drôle parce que je fais beaucoup le lien avec une maison qui a été stagée, parce que cette maison-là, tu sais, en homestaging, on parle beaucoup des 5 sens qui sont très importants. Quand tu entres dans une maison, tes 5 sens doivent être agréablement sollicités pour que tu t'en rappelles. Puis moi, cette maison-là, ce que je me rappelle le plus, c'est auditif. C'est-à-dire que quand on est rentré, il y avait un feu de bois, il y avait un foyer en pierre des champs, puis on est rentré direct devant le feu de bois qui crépitait super fort. Ça, là, j'ai jamais oublié ça. C'est un bon truc pour les gens? Oui. Si tu as un foyer dans la maison, il faut absolument l'allumer. Ouais.
Donc, c'est ça. On est tombé en amour avec ce coin-là. C'est pas cette maison-là qu'on a achetée, parce que ça convenait pas. Mais on a visité, après ça, toutes les fins de semaine, on venait voir on a tout visité ce qu'il y avait à vendre au bord de l'eau, puis on a choisi, on a fait un offre sur celle qu'on habite encore aujourd'hui. Wow! Hey. À Saint-Placide. Ouais. Puis là, en ce moment, on est dans quelle bâtisse? Là, on est... on n'est pas chez toi. Non, on n'est pas chez moi. On est à la Maison de la Culture, qui est située vraiment au bord de l'eau. C'est magnifique. C'est un parc, le parc Adélaïde-Paquette, qui est devant le lac. Puis ici, il y a un chapiteau à l'extérieur. Il y a des spectacles l'été. Et la Maison de la Culture, dans le fond, c'est la maison qui appartient à la Société Agriculture, qui est un organisme communautaire. Okay. Bien, communautaire, un organisme... je pense que la présidente pourrait en parler mieux que moi. À un moment donné, ce serait peut-être un autre podcast. On va faire juste là-dessus. Puis, dans le fond, dans cette maison-là, il y a des expositions, parfois, il y a des petits spectacles. Puis c'est-tu de la totalité ou il y a d'autres pièces? Non, c'est ça. Oui, c'est tout petit. C'est tout petit. Donc, quand il y a un spectacle, c'est vraiment très, très intime. Là. Ben oui, j'imagine. Ouais, puis là, ils se mettent là dans ce coin-là. Oui, dans le coin là-bas. Il y a aussi un écran. On peut faire des visionnements. Okay. Ouais. Mais on a une magnifique vue sur l'eau. Oui, puis l'été, il y a une terrasse ici, là. Ah oui, c'est magnifique. C'est sûr qu'il neige, puis c'est blanc, fait qu'on voit. Ouais. Je sais pas où est-ce que l'eau commence, où est-ce que l'eau finit, là, mais... Mais c'est ça, devant, c'est juste le quai qui est là, le quai de Saint-Placide. Donc... Fait que là, les bateaux de croisière, ils arrivaient ici? Dans le temps, oui. Wow! Ouais. Puis ils allaient jusqu'à Ottawa, j'imagine? Oui, ils allaient à Ottawa, puis ils allaient à Montréal, puis... Wow! Ouais, OK. Ouais. Puis qu'est-ce que tu aimes de vivre ici? Moi, là, dans le fond, là, c'est comme si, en venant vivre à Saint-Placide, j'avais enfin pris racine à quelque part. Est-ce que tu te sens comme si c'est chez toi? Oui, oui. Parce que moi, quand j'étais jeune, bien, premièrement, je suis partie jeune quand même de chez moi, là, j'avais 15 ans. Mais encore plus jeune que ça, vers 11-12 ans, mes parents se sont séparés. Puis à partir de là, on a quitté la maison familiale, puis là, on s'est mis à déménager à chaque année. Fait qu'il y a vraiment une cassure qui s'est faite au niveau du sentiment d'appartenance à une ville ou à... Puis c'est vraiment ici que j'ai retrouvé ça. Puis je l'ai retrouvé officiellement, dans le fond, quand ma plus vieille a commencé l'école, parce que je me suis impliquée à l'école comme tes enfants sont nés ici, j'imagine. Oui, mes parents sont nés ici. Mes enfants sont nés ici, pardon, oui. Wow! Ouais, puis j'aime beaucoup... il y a une belle vie communautaire à Saint-Placide. T'es impliquée, je pense, hein? Oui, je suis très impliquée. J'ai été impliquée dans le Festival sur glace. J'ai été impliquée dans le comité de parents de l'école. Puis là, je suis encore impliquée depuis maintenant 10 ans dans le comité des loisirs de Saint-Placide, qui est un comité où on organise des activités de dépouillement d'arbres de Noël, dépouillement de cadeaux pour les enfants à chaque année. On organise l'été une fête de la famille, une fête au village, quelques activités. Il y a vraiment de l'air d'une communauté ici. Est-ce que tout le monde se connaît quasiment? Presque, oui. 2000 habitants. Oui, puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. À Saint-Placide, tu as comme deux types de familles, si on veut. Tu as les familles qui sont nées ici, qui sont ici depuis plusieurs générations, puis qui souvent vont avoir des terres agricoles et tout ça, parce que c'est très, très agricole, Saint-Placide. Ben, l'autre côté de... Oui. C'est Oka, ici? Non, c'est la 100... La 344, dans le fond. C'est ça. Tu as la route 344 qui longe, puis, bon, mais du côté du lac, tu as les gens, les riverains qui sont là. Puis au village... je veux pas dire de chiffres qui seraient pas vrais, mais je pense qu'il y a au moins la moitié des gens qui habitent dans le village qui sont pas nés à Saint-Placide. Okay. Au moins, si c'est pas plus. Okay. Moi, je connais la plupart des familles, là. Puis, donc, c'est beaucoup des gens qui ont adopté Saint-Placide, qui sont venus s'établir ici, qui ont découvert Saint-Placide puis qui ont décidé de venir s'établir ici. Puis, il y a comme un running gag que la rue de l'Église, qui est la rue principale que tu as prise pour venir jusqu'ici, là, que pour vivre dans la rue de l'Église, si tu veux t'établir dans la rue de l'Église, il faut que tu aies au minimum 4 enfants. Ah oui, hein? Parce que c'est drôle, mais beaucoup de familles ici ont 3-4 enfants. C'est bon, ils gardent la tradition du vieux temps, là. Il y a beaucoup de jeunes familles maintenant. Ah, c'est le fun. Puis, fait que là, parlons de toi, depuis que tu es ici, ta business. Fait que là, tu étais designer, puis en 2005, tu as été faire ton cours en home staging. Oui. Puis là, je pense qu'après ça, tu as fait de la télévision. Parle-moi de ça.
Oui, ben dans le fond, quand j'ai fait mon cours en homestaging, comme je disais, là, je l'avais fait avec France Arcan et Brigitte Poitras, qui étaient ensemble en business, qui donnaient les formations. Et étais-tu à la TV encore? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais en 2007, l'émission Bye Bye Maison a commencé. Donc là, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que elles avaient de la difficulté à faire leur mandat de homestaging en plus de faire de la télé, parce que la télé leur prenait beaucoup de temps. Oui, OK. Donc là, ils ont décidé de prendre des filles qu'elles avaient formées pour créer un peu comme une équipe. OK? Donc, on n'était pas des employés, on était des collaborateurs, on était toutes des travailleuses autonomes, mais on avait chacune on était appelés comme des agents autorisés, si tu veux, là, de Coup d'œil Design. On représentait leur entreprise. Donc, j'ai commencé à travailler, si tu veux, en collaboration avec elle en 2007. Puis, l'émission a duré vraiment longtemps. C'est une des émissions qui a duré le plus longtemps après Décore ta vie. Je pense que c'est Bye Bye Maison qui a duré le plus longtemps. Puis, Bye Bye Maison, c'était-tu la première émission de homestaging au Québec? Oui. Puis, c'est la plus connue, je pense. Oui. Donc, c'est ça. L'émission a commencé, j'ai dit en 2008, mais je pense que c'est pas en 2008, c'est en 2006. Donc, l'émission a commencé en 2006 et jusqu'en 2011, c'était France et Brigitte, avec Alain qui faisait les travaux, Alain Fournier. Puis en 2011, France a décidé de quitter l'émission et se sont dissociés ensemble, France et Brigitte. Donc, ils ont pris chacune... France a pris son côté. Puis Brigitte, elle est restée à l'émission, mais à un moment donné, on jasait, puis elle dit, écoute, France s'en va, donc là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec l'émission, je suis un peu inquiète. Puis là, moi, je lui ai dit, Brigitte, j'ai dit, écoute, moi, je suis sûre que tu vas continuer l'émission, voyons, t'es super bonne. Puis j'ai dit, si jamais il y a des castings, là, j'aimerais ça que tu me le dises. J'aimerais ça y aller. Fait que ça a resté comme ça, puis... Peut-être un mois et demi plus tard, j'ai reçu un courriel de la productrice, j'imagine, là, qui me convoquait qui m'invitait à faire un casting. Donc, je suis allée faire le casting. Puis, après le premier casting, j'ai été appelée pour un deuxième. Puis, c'est après le deuxième que j'ai su que je l'avais obtenu. Wow. Mais on était 3. Dans le fond, il y avait... Oui. Le concept qu'ils voulaient faire avec la nouvelle émission, c'était 3 personnes qui allaient se relayer à chaque semaine là, avec Brigitte. Donc, on devenait des co-animateurs, mais qui venaient une semaine sur Tu n'avais pas d'expérience à faire la télévision à date? Pas en temps... un peu, oui. Ouais. J'avais quand même l'expérience des caméras parce que j'avais été mannequin. Mm-hmm. Puis quand j'avais été vice-présidente du Festival sur glace, on avait aussi fait des émissions. OK. Fait que tu as un peu d'expérience avec tout ça. Oui, tu sais, j'étais à l'aise devant la caméra. Puis c'est ça qui est ressorti la première fois quand j'ai fait mon premier. C'est ce qu'on m'a dit, la réalisatrice m'a dit, mon Dieu, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Uh-huh. Ça m'intimide pas, une caméra. Okay. C'est bon. Mais mon Dieu, fait que tu avais ça combien d'années? J'étais allée loin. Écoute, j'ai fait seulement une saison. Une saison. Une saison. Puis, donc, c'était 10 émissions. Mais le contrat était, dans le fond, avec 4 ans de rediffusion. Donc, dans le fond, on m'a vu pendant 5 ans. Ça t'a-tu aidé dans ta business plus tard? Oui et non, parce que j'ai pas surfé là-dessus. OK. T'as pas utilisé ça pour te promouvoir? Faudrait qu'on ferme ça, hein? C'est la machine à Alcan qui fait beaucoup de bruit. J'ai pas surfé là-dessus, puis quand j'ai fait l'émission, là, je travaillais pour Brigitte Poitras, son entreprise. Donc, j'étais sur son site web à elle. Tu sais, j'étais pas officiellement dans mes affaires à moi. Puis moi, je veux dire, j'ai découvert que je suis une excellente personne pour faire valoir les autres. Est-ce que tu te sentais comme un employé ou comme un entrepreneur à l'époque? Je te dirais comme une... pas comme un employé, comme une collaboratrice. OK. Vraiment. Puis c'est quand que tu as vraiment eu ta propre identité entrepreneur solo?
Dans le fond, c'est quand... Parce que tu as vraiment dû voler tes propres ailes par la suite. Oui, j'ai commencé, disons, plus officiellement de mes propres ailes, je te dirais en 2016 à peu près. Dans le fond, c'est quand l'émission Bye Bye Maison a officiellement été retirée. Okay. En fait, là, c'est encore des reprises qu'on voit. OK. Donc, quand Brigitte animait, il y avait Chic Chac aussi, il y avait Chic Chac, puis il y avait Bye Bye Maison. Donc, quand Brigitte animait les deux émissions, c'est sûr que moi, j'avais beaucoup de travail pour sa compagnie qui s'appelle Lideco, parce que Brigitte, elle ne pouvait pas prendre tous les mandats. Quand les tournages ont arrêté des deux côtés, là, c'est sûr que Brigitte a pris de plus en plus de mandats, puis c'est parfaitement normal. Donc, veux pas, petit à petit, je me suis dit, OK, là, il faudrait que... Parce que il y a toujours eu entente que moi, j'avais ma business quand même, mais j'arrivais pas à voir comment je pourrais, moi, me mettre de l'avant, puis être aussi collaboratrice avec Brigitte. T'sais, pour moi, c'était comme... Je peux pas être à deux endroits, là. T'sais. Si j'avais des mandats pour moi, si des gens me sollicitaient directement, c'était parfait, je les prenais. Mais je faisais pas de démarchage pour moi. Moi, j'ai l'impression que pendant toutes ces années-là, tu es devenue vraiment, vraiment bonne en home staging, mais tu n'as pas développé ton brand à toi, puis te promouvoir toi-même. C'est vrai. Puis peut-être c'est ça en 2016 que tu as dû faire. OK, Ouais. La déco puis le home staging, je suis bonne. Là. Maintenant, il faut que... Ça se peut-tu? Oui, d'une certaine façon. Puis je te dirais même, ça n'a même pas été en 2016. Ça a été plus peut-être 2 ans plus tard que là, je me suis dit, OK, là... si je veux qu'il se passe quelque chose, il faut que je le provoque. Puis il faut aussi que j'arrête de me dire je vais pas surfer sur la télé ou je vais pas... c'est comme go. Puis tu m'as appris beaucoup là-dedans. Toi, moi? Toi, tu m'as appris beaucoup là-dedans cette année, là. Tu sais, quand tu me dis... tu sais, l'important, là, c'est pas que ce que tu fais, que ce soit parfait, dans le sens de tous les essais que je vais faire, par exemple, en réseautage ou en... Pas en réseautage, mais plus sur les réseaux sociaux. Tu me dis, l'important, c'est pas que ce que tu fais, ça soit parfait. Parce que tu vas t'améliorer avec le temps de toute façon. L'important, c'est que tu fasses quelque chose. Puis ça, là... Merci! Je suis contente! C'est vrai! Moi, je l'ai appris à la dure parce que moi, je suis en vente. Fait que... Au début, quand je faisais... c'est mon point faible. Attends, on va en parler de la vente. Mais mes premiers appels, là, penses-tu que j'étais super bonne au téléphone? Non, sûrement pas. Puis comment j'aurais devenu bonne si j'avais pas pratiqué? C'est ça. Puis en anglais, on a une expression, c'est « fail forward ». C'est comme « enfarge-toi vers l'avant ». C'est comme « tombe, mais tombe vers l'avant ». Oui, c'est ça. C'est apprendre. On peut pas apprendre à marcher si on tombe pas. Fait que là, j'aimerais, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux qu'on prenne du temps pour que tu nous dises les meilleurs conseils que tu pourrais donner aux gens. Qu'est-ce que tu vois qui revient tout le temps en matière de home staging avant de vendre une maison? Tu sais, tu dois en voir des maisons, là, puis les erreurs communes là, que les gens font, puis les gaffes qu'ils font, puis comment on peut peut-être se préparer à une vente un petit peu mieux, là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Dans mon premier conseil, les gens qui pensent à vendre leur maison, disons, dans les 5 prochaines années, puis qui se disent « tiens, on va rénover la cuisine ou on va rénover la salle de bain », faites appel à un professionnel. Tellement. Parce que je vois beaucoup, beaucoup de gens qui vont me dire « on vient de rénover la cuisine », puis je veux dire, je regarde qu'est-ce qu'ils ont mis, c'est déjà démodé. Puis ça leur a coûté cher. C'est pas parce que c'est fait par un designer que c'est cher. Loin de là. Souvent, les gens vont penser que, non, un designer, ça coûte cher, puis... Mais c'est que dans les solutions qu'il va proposer, souvent, ça va être plus simple puis moins cher que d'autres choses. En tout cas. Parce que c'est des gaffes coûteuses. Tu sais, des cuisines à 20 000 pièces 40 000? Ou 40 000. Puis on a fait un projet dernièrement, on va pas te dire qui, mais
la personne avait fait beaucoup de travaux sur sa maison, puis il avait reconfiguré sa maison. Il avait mis des pièces à des drôles de places. Puis ça, c'était pas bon pour sa vente. Ça a beaucoup nuit. Ça n'aurait pas été cher d'avoir une consultation en design pour juste dire, ben non, mets pas ton escalier là. Exact. Puis on dit consultation en design, mais je veux dire, un professionnel en home staging, même s'il n'a pas les compétences en design, il est capable, il sait c'est quoi les tendances, il sait c'est quoi qui plaît, c'est quoi qui plaît pas. Puis il va être capable de dire aux vendeurs, écoutez, je peux pas peut-être vous faire les plans, mais moi, je vais vous trouver quelqu'un. Tu sais, le professionnel en home staging, c'est un coordonnateur de... Fait que, juste pour nous donner une idée des coûts, parce que je pense que les gens, ils n'ont aucune idée combien ça coûte. Fait que ça coûte combien une consultation home staging, puis là, ça coûte combien louer des meubles, puis ça coûte combien avoir comme la mise en place de tout ça. Juste des fourchettes, là. D'aller dans fourchette de prix, ça dépend des personnes, mais en général, je te dirais, nous, les personnes qu'on forme, on leur dit le tarif de base pour une consultation, c'est minimum 225 $. OK? Puis une consultation, le homestager vient, il fait le tour de la maison. On fait une analyse de la propriété, puis on rédige, parce que une consultation, c'est la plupart du temps, c'est par écrit. C'est un rapport écrit où on va nommer c'est quoi les problématiques, puis on va suggérer des pistes, des recommandations, donc des pistes de solutions. On suggère des recommandations. Fait que déjà là, avec ce petit prix-là, ils ont déjà un rapport de tous les correctifs qu'ils peuvent faire. C'est un diagnostic, puis on va dire, bon, ben regardez, par exemple, votre maison, la problématique, les espaces sont mal définis, le mobilier n'est pas adéquat, l'habillage des fenêtres est à revoir, il manque de luminosité. Mais à partir de là, ils peuvent quand même en faire beaucoup eux-mêmes. Parce que moi, je pense qu'il se passe avec le home staging, les gens, pourquoi ils sont réticents, c'est qu'ils ont vu Bye Bye Maison puis ces émissions-là. Puis eux, home staging, c'est quelqu'un qui vient puis qui fait tout. Oui, ben en fait, on fait pas tout. Mais on fait la dernière partie, c'est important que ce soit nous qui la fassions. OK. La dernière partie avant les photos. Oui. Dans le fond, là, l'analyse, au début, c'est fait par le professionnel. Toute la partie, parce qu'il y a 3 étapes. La première partie, c'est l'analyse. La deuxième, c'est c'est les devoirs. Les devoirs. Ou les devoirs ou la préparation de la maison. Tout ce qui est préparation, le propriétaire peut le faire. C'est-à-dire désencombrer, dépersonnaliser. Dépersonnaliser, ça veut dire enlever toutes ces choses à lui. Et là, nous, on a fait une liste des devoirs à faire. Donc, c'est lui qui fait ses devoirs. Parfait. Le ménage. Faire le ménage, le grand ménage. Puis vous le dites, là, vous êtes honnête. Là, oui, on est très honnête parce qu'il y a 3 choses que le visiteur évalue quand il visite une maison. Premièrement, c'est la luminosité. Donc, on veut voir dehors, on veut voir les fenêtres, puis il faut que ce soit bien éclairé. Beaucoup de maisons qu'on voit, on voit les stores toutes fermées. Hein? On a fait ensemble des projets, les stores toutes fermées. C'est fou, il faut absolument que... Tu sais, le meilleur compliment qu'une maison peut avoir, c'est... Ah, c'était beau, c'était clair, puis c'était propre. Oui, c'était beau, c'était clair, c'était propre. C'est ça. C'est simple, c'est ça qu'on veut. Quand on dit une maison propre, là, c'est éclatante de propreté. C'est ça. C'est pas le ménage qui est fait à toutes les semaines par la femme de ménage. C'est les commutateurs, tous les petits endroits qu'on fait pas d'habitude. Tu sais, on les voit plus, nous, parce qu'on vit dedans. Mais arrêtez-vous à regarder vos commutateurs, là, vos interrupteurs. Il faut faire le ménage comme quand moi je fais le ménage quand je sais que ma belle-mère s'en vient. Ta belle-mère ou la reine d'Angleterre s'en vient souper chez vous. C'est plus la belle-mère. Non, mais c'est vrai. Pensez à un hôtel. Quand on va à l'hôtel, c'est impeccable de propreté, là, c'est ça. Tu sais, quand on fait un home staging, là, le petit papier de toilette, là, on le plie en triangle. Mais c'est vrai qu'il y a des places qu'on nettoie pas souvent, on ne le voit plus. C'est normal. Moi, si je voulais vendre ma maison demain matin, j'aurais beaucoup de travail à faire. On vit c'est normal. C'est la vie normale. C'est ça. Parce que souvent, je sais que tu as été chez mes clients, puis tu as montré le calorifère qui était plein de poussière. Des choses qu'on on pense pas, puis même la personne était surprise quand elle l'a vu, parce qu'on devient comme aveugle. Les grilles de ventilation. Puis parce que ça, c'est des choses qui vont être relevées à l'inspection aussi.
Pas la poussière sur les calorifères, mais les grilles. Si la grille n'est pas propre, ben ça peut présager que les docks sont pas propres non plus. Ouais. Donc ça, c'est toutes des choses aussi qu'on va recommander là, dans nos recommandations. Mais donc pour revenir au coût, donc oui, la deuxième partie, là, ça, les vendeurs peuvent le faire généralement. La peinture des réparations aussi. Oui, mais la peinture, c'est s'ils sont capables de bien peindre. Tu sais, des fois, je vais dans des maisons puis je regarde je regarde la peinture. Les finis, les gens se trompent de fini. Ils vont mettre un fini velouté au plafond, alors qu'au plafond, il faut absolument que ce soit mat. Ils vont mettre des finis mat sur les portes, alors que ça devrait être semi-lustre ou encore au moins fini porte. Tu sais, c'est important. Fait que c'est même pas juste les couleurs, c'est les finis. C'est les finis aussi. C'est important de mettre le bon fini. Donc, c'est sûr qu'en home staging, la plupart du temps, on va recommander de mettre ça neutre le plus possible. Souvent, même, c'est blanc, mais il y en a 100 quelques des blancs. Là. Oui, c'est pas, mais même ça, j'ai appris que tous les blancs sont pas égaux. Oh non, non! Puis que ça peut avoir un effet émotif différent. Oui, tout à fait. On le comprend juste quand on le voit. Là. Ouais. Ah oui, la couleur a des effets sur l'humain. Sur la luminosité aussi. Ça, c'est quoi qui est très, très difficile à des fois, expliquer aux clients. Puis même moi, j'ai de la difficulté. Je sais que je t'envoie parce que tu es meilleur que moi. Mais souvent, le client va dire « Oh, elle m'a dit de faire ça, mais je ne vais pas tout faire ça. Pourquoi qu'il devrait tout écouter tes conseils? Puis pas juste faire la moitié de la liste? Particulièrement la partie de la fin, là, parce que la préparation, c'est une chose, mais la présentation, ça, c'est comme, faut absolument le faire. OK? Donc, fait que tu passes au début, puis là, eux font leurs travaux, puis il faut absolument que tu repasses juste à la fin. Oui, parce qu'à la fin, c'est là qu'on va placer le mobilier de la bonne façon. Parce que les meubles, il faut qu'ils soient placés. Nous, on pense photographie. OK? Les gens, aujourd'hui, ils voient la maison annoncée en photo. Si je regarde une photo, puis j'aurais aimé ça te montrer des exemples, là, mais si je regarde une photo d'un salon, puis ce que je vois, ça a l'air d'un allée de quilles, je veux dire, c'est pas intéressant. Là. Non. Donc, il faut absolument, notre façon de placer les meubles, on pense à la photo, puis on pense qu'il faut aussi que ça suscite des émotions positives. Donc, s'il y a un foyer, on va allumer le foyer, on va prendre des photos que... Tu dois tellement voir sur Centris des affaires qu'on n'a pas d'affaires. Ah, mon Dieu, oui. Ben oui, mais en même temps, puis tu sais, je le dis beaucoup aux propriétaires parce que c'est tellement important. Je suis tellement reconnaissante aux propriétaires de me laisser entrer dans leur maison, de me laisser faire ce que je fais dans leur maison. J'ai un immense respect pour pour ces gens-là. Puis je leur dis toujours, s'il vous plaît, ne pensez jamais que je vous juge, parce que mais c'est juste que votre maison, à partir du moment où vous pensez à la vente et vous voulez la mettre sur le marché, là, votre maison n'est plus votre maison. C'est ça. C'est un produit qu'on va vendre. Puis, plus elle va être présentée à son meilleur, plus vous allez la vendre à meilleur prix. C'est dans vos poches que ça va aller. C'est ça. Puis aussi réduire le délai de vente. Donc, j'ai toujours pas répondu à ta question sur les coûts. Le premier, la consultation. La consultation, donc 225, mais ça peut être plus haut parce que ça va aussi au pied carré. Moi, personnellement, ma consultation est 300 $, puis c'est toujours le même montant. Quelqu'un qui veut un rapport écrit. Ensuite, là, il y a une offre de service pour la suite. La suite, c'est quoi? Ça dépend des vendeurs. Si le vendeur me dit, écoute, moi, je veux pas faire le ménage moi-même, j'ai pas le temps, je veux un clé en main. Mais là, moi, je vais trouver une équipe de ménage ou encore toi, on va travailler ensemble, puis là, on va leur dire, OK, le ménage, ça va coûter, je sais pas moi, 350 ou 400. Le désencombrement, ça va vous coûter tant. Donc, on morcelle. Puis la personne, OK. Et la mise en place, dans le fond, ça, c'est la troisième étape. Donc, c'est une fois que tous les devoirs sont faits, là, on arrive généralement avec une équipe de 2 ou 3 personnes. Ou souvent, je peux le faire toute seule aussi s'il ne reste pas trop de choses à faire. Et là, je vais placer les meubles, je vais arriver avec des accessoires décoratifs de mon inventaire que je vais rajouter pour mettre du punch. Tu sais, la cerise sur le sundae, mais qui est vraiment importante d'avoir. Puis ça, les gens sont souvent très réticents parce qu'ils vont dire « Là, je comprends pas. Tu me fais sortir de mes affaires, puis tu m'en loues d'autres. » Tu sais, c'est vrai. Mais en même temps... Moi, je vois l'avant-après, fait que je le comprends, mais... Mais ce qu'on amène, c'est toujours pour valoriser l'architecture de la maison.
Tu sais, le contenu valorise le contenant ou le contenu dévalorise le contenant. Prenez n'importe quelle maison, si elle est meublée, et si les habillages de fenêtres correspondent à des personnes de 75 ans qui habitent dans la maison, c'est pas vrai que le nouvel acheteur, même si la maison est récente, c'est pas vrai que le nouvel acheteur qui a 25 ans va se sentir chez lui en regardant la maison. C'est tellement vrai. Ça vieillit la maison. Moi, dans le fond, la première chose que je pose comme question à quelqu'un qui veut vendre sa maison, ben en fait, c'est pas à lui que je la pose, c'est au courtier quand il y a un courtier. Puis quand il n'y en a pas, je vais me poser la question, OK, c'est qui l'acheteur potentiel? À qui je veux plaire? À qui la maison? Tu sais, qui est-ce qu'on veut attirer? Donc, si c'est un bord de l'eau à Saint-Placide, ben c'est le fun parce que je connais les gens qui aiment les bords de l'eau à Saint-Placide. J'en suis une. Donc, tu sais, on sait quel genre de personnes. C'est des personnes qui vont triper plein air. OK, fait que tu n'aurais pas les mêmes accessoires, mettons, à Saint-Placide que tu aurais dans une maison à Fabreville. Tu n'aurais peut-être pas les mêmes... Pas la même façon d'aménager la maison, disons. Wow, intéressant. Ça va à ce point-là. Ouais. On commence à manquer de temps. Oui. Mais c'est quoi le message que tu aimerais donner aux gens? Comme tu as parlé de la cuisine, les rénovations, faites attention, engagez. Oui. Bien, la première chose, là, dans notre maison, la plupart du temps, là, surtout les gens qui sont dans leur maison depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans, c'est qu'il y a toujours trop de choses. Il y a toujours trop de choses. Oui, il faut absolument... La maison va avoir l'air vide pour vous quand on va avoir fini de désencombrer, sauf que c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit, parce qu'il faut que l'acheteur ait de la place à laisser aller son imagination. Il faut être capable d'évaluer les espaces. Donc, c'est désencombrer. Attendez pas à la vente. Non! Parce que c'est la pire affaire que je vois les vendeurs faire. Et puis là, ils sont stressés. C'est comme ça se peut pas à la vente. Moi, quand j'ai fini mon travail là, dans une propriété, là, les gens sont prêts à déménager. C'est comme, ils sont contents, puis le détachement est fait. Ah oui. J'ai des gens qui veulent pas vendre parce qu'ils savent pas quoi faire avec toute leur Ben stuff. c'est ça. Imagine. Même mes parents, c'était le plus gros d'ailleurs, ça, c'est une clientèle avec qui j'adore travailler. C'est les personnes qui doivent, on appelle ça casser maison. D'ailleurs, je fais ça avec des gens qui ont une grosse maison, puis qui doivent s'en aller en résidence. Ensemble, on regarde en fonction du nouvel appartement qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'on devrait garder comme meuble. Je suis capable de les aider à leur dire, ben écoutez, on va louer un entrepôt, le temps que vous soyez pas prêts, là, ben on loue un entrepôt, on met les choses qui sont en trop là, puis quand ça fera un mois que vous serez installé dans votre nouvel appartement, tu sais, je fais des plans du nouvel appartement, des plans de déménagement. Puis j'ai été voir des clients qu'on avait fait ensemble qui avaient déménagé de Saint-Eustache à un logement. Tu te rappelles de qui je parle? Puis j'ai été voir leur nouvel appartement, puis les affaires que tu as faites, il y avait comme une tête de lit que tu as fait découper pour faire un bureau parce qu'ils ne voulaient pas s'en départir parce que c'était du tech. Exact. Transformer l'existant, là, c'est ça que j'aime le plus. Pour eux, ça a tellement fait une grosse parce qu'il y avait beaucoup de choses à se départir, eux autres. C'était lourd. Oui, tout à fait. Puis puis je suis allée, je ne sais pas si tu es allée après moi, là, mais moi, je suis... Oui, c'est récent. OK. Fait que tu as vu la petite galerie de cadres qu'on a fait dans leur chambre à coucher aussi. Non, c'était vraiment... Moi, c'est ça que je trouve le plus valorisant. Tu me posais la question tantôt, qu'est-ce que j'aime le plus? Les gens sont tellement contents quand ils voient qu'on a utilisé de leurs choses à eux c'est vrai. Dans le nouveau décor. Puis souvent, c'est qu'on fait ça, j'appelle ça des détournements de fonction, là. On prend un item, justement, comme la fameuse tête de lit du monsieur qui pouvait plus servir. Puis on la transforme en un bureau de travail. C'est comme, wow! C'est ça, ça c'est le petit plus du côté designer. Là, parce que mais aussi le côté homestaging où je t'ai vu prendre des rideaux puis faire un jeté sur un lit. Là, le client, il arrive puis il voit ses affaires utiliser de nouvelles façons puis c'est tellement le fun quand tu fais ça, là. Oui, parce que le homestaging, dans le fond, comme c'est du marketing, c'est pour la prise de photos, c'est pour les visites. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Non, j'adore. C'est ça qui est le fun, J'adore ça. C'est tout le temps qu'on a, mais on dirait on pourrait continuer à parler. Oui, ça c'est sûr. Moi, il faudrait peut-être faire comme Sonia Part 2, là. Ça serait intéressant. Dans un autre temps. Fait que, dernier message at large. Dernier message, dans le fond, là, parce que je sais que les gens se posent la question de combien ça coûte, là. Penser autour de 2000 $, je pense que c'est réaliste. Pour un client, même. Oui. Ben pour faire le homestaging, l'analyse, qu'eux fassent tous leurs travaux, puis qu'on puisse faire une petite location d'accessoires, de meubles, puis la mise en place. OK.
autour de ce montant-là. C'est un bon budget. Puis mon dernier message, c'est le home staging, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Vraiment. Tellement. Puis on nommera pas de nom, mais on a un exemple aussi d'un monsieur avec qui on a travaillé dernièrement qui a vendu sa maison 10 000 de plus que ce qu'il pensait la vendre, là, tu sais, parce qu'il a fait, il a tout fait les recommandations. Vendu en 2 jours. En 2 jours, ouais. Mais lui a travaillé fort. Oui, il a travaillé fort. Mais la plupart du temps, les gens travaillent fort aussi parce que juste de désencombrer, de mettre en boîte, mais c'est quelque chose qu'ils vont faire de toute façon. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, monsieur, madame. Oui. Alors, c'est-tu clair, monsieur, madame? Débarrassez-vous de vos affaires, faites votre ménage, puis engagez Sonia. Oui, puis je peux vous aider à savoir de quoi vous débarrasser aussi. Excellent. Merci beaucoup, Sonia. Merci, c'était super le fun, On se voit au déjeuner mercredi. Oui. All right. Génial. Ciao.